Bonjour et bienvenue pour le MK Mag, le magazine qui vous apprend et qui vous surprend, avec votre humble serviteur Mohamed Koussa, toujours accompagné de nos deux chroniqueurs, Star. Sur le plateau avec moi, il y a Ibrahima. Ibrahima, un petit mot pour nos abonnés. Bonsoir, MK Mag, l'émission qu'il faut suivre. Voilà, c'est gentil de faire de la pub pour l'émission à laquelle tu participes, c'est très très gentil. Notre invité du jour, c'est Thierry Delestrade que nous recevons pour son nouveau livre, Le jeune nouvelle voie thérapeutique, écrit aussi avec Sylvie Gilman chez Arte Éditions, que je remercie beaucoup de m'avoir fait parvenir l'ouvrage. Et à la fin de cette émission, vous aurez la possibilité de poser vos questions. J'ai mis sur ma page Facebook la possibilité de le faire, donc ne vous en privez pas. Thierry Delestrade, bonjour. Bonjour Mohamed. Vous êtes l'auteur d'un livre avec Sylvie Gilman qui s'appelle Le jeune, une nouvelle voie thérapeutique chez Arte Éditions. Donc vous êtes journaliste et documentariste. D'ailleurs, vous avez reçu le prix Albert Londres qui récompense l'excellence de documentaire francophone. C'était pour quel travail ? C'était un travail très éloigné du jeune. C'était un film sur le Rwanda, quelques années après le génocide du Rwanda. Et tout le pays essayait de se relever de ce génocide et faisait des procès à tous les génocidaires qui étaient en prison. Et nous avons suivi des avocats qui défendaient les génocidaires. Ouais, voilà. Effectivement, donc, c'est vraiment très éloigné. Très éloigné. Mais c'était raconté comment un pays aussi se relève après une catastrophe telle qu'un génocide. Un génocide, ouais, c'est horrible. Et ce travail de documentariste avec presque une vingtaine de documentaires, dont le plus populaire, je pense, c'est Le jeune nouvelle thérapie qui est sorti il y a 13 ans maintenant. Oui, c'était il y a 13 ans. Oui. 2011. Vous dites populaire et vous avez raison. C'est pas pour me vanter, mais non, c'est vrai. Mais ce film, ce documentaire, donc sur le jeune, produit avec Arte et diffusé par Arte, en fait, a eu une destinée tout à fait inattendue. Et je me souviens très bien quand il est passé pour la première fois à la télévision, donc sur Arte, c'était donc en 2012. Le lendemain, Arte faisait à l'époque un Arte plus 7. On pouvait le voir pendant 7 jours juste après. Et 2 jours après, plutôt. C'est 2 jours après la diffusion. Quelqu'un d'Arte nous appelle, Sylvie et moi, nous dit « Mais s'il se passe quelque chose un truc drôle avec votre film, vous avez vu les résultats sur Arte plus 7, là, il y a plein de gens. Vous êtes en train de faire un record. » Pour un film sur le jeune, un film scientifique sur le jeune. Tout le monde était très, très étonné. C'est incroyable. Et ce film a été donc rediffusé sur Arte, et Arte l'a mis sur sa chaîne YouTube, et il a cumulé 10 millions de vues. Et 10 millions de vues, c'est énorme pour une vidéo. Et vous ne pensez pas que ça allait avoir cet effet ? Non, pas du tout. C'est une belle surprise. C'est une très belle surprise. Super, ouais. En tout cas, le sujet mérite énormément. Vous avez aussi publié 2 autres ouvrages, de plus que celui que je vais présenter moi ce soir. Donc Les Passeurs d'anges, aux éditions du Seuil, paru en 2004, qui est un roman. Oui, c'est un roman noir, c'est un thriller. Un thriller, mais je vous conseille donc de le lire. Nous, en tout cas, moi, je vais le lire, c'est sûr et certain. Et Le jeune nouvelle thérapie, qui est une sorte de première version du livre que nous présentons ce soir, que j'ai lu, moi, à l'époque où il est sorti. Et c'est un livre qui a eu un impact quand même conséquent. Donc, dans mon émission, j'aime bien parler d'écriture et de livres. Le sujet est très intéressant, on va en parler un peu plus en détail tout à l'heure. Mais le point de départ de mon invitation, c'était le livre. C'est toujours le livre, d'ailleurs. Et avant d'aborder le sujet en lui-même, j'aimerais bien que les lecteurs apprennent à vous... Les lecteurs, je pense toujours en lecteurs. Mais on va dire les abonnés apprennent à vous connaître. Quel a été votre parcours qui vous a mené au métier de journaliste et documentariste ? On est curieux, on veut savoir, nous. Oui. Mon parcours, j'ai commencé par des études de droit, figurez-vous, très éloigné donc du monde de la médecine et même du journalisme finalement, parce que j'ai fait du droit parce que je voulais devenir juge d'instruction. Je voulais mener des enquêtes quand même, et ça nous rapproche du journalisme. C'est ce que j'allais vous poser après tout à l'heure comme question, donc ça se sent. Dans l'écriture du livre, oui, effectivement. Et finalement, au bout de 4 ans d'études de droit, je me suis posé la question, parce qu'en même temps, mon père m'avait offert, à l'âge de 12-13 ans, une petite caméra Super 8. Et pour
pour tout vous dire, moi je suis né sur un coteau du Gers, et peut-être les abonnés peuvent entendre un petit fond d'accent du sud. Et c'était pas, mon père était paysan et c'était pas évident. Et il a eu cette idée d'offrir une caméra Super 8 et à mon frère et moi, on est deux frères jumeaux, et on a commencé à filmer. Et, la vocation est née. Et la vocation est née comme ça. Et à la fin des études de droit, je me suis posé la question, mais est-ce que tu as envie de vivre avec le code de procédure pénale sur le bureau, avec peut-être des criminels en face de toi à interroger? C'est passionnant. Hein, c'est passionnant, Mais ou de voyager à travers le monde avec une caméra. Et je me suis dit, allez, on va tenter de faire des voyages. En tout cas, pour l'instant, c'est réussi. Merci. Donc votre livre, vous l'avez écrit à deux avec Sylvie Gilman. Et justement, cette écriture à deux, comment ça se passe? Alors, il faut, là aussi, je vais donner des petits éléments biographiques presque intimes. Sylvie est la femme avec qui je vis depuis presque 30 ans, 27 ans. Très bien, super. Et on est mariés. Et alors, comment ça se passe? C'est pas évident toujours de travailler avec, au quotidien avec la personne avec qui on vit. Ça, c'est sûr. Souvent, on nous pose la question, mais comment vous faites? Oui, c'est vrai. Alors, on a la chance d'habiter dans un grand appartement. Et moi, je suis au bout d'un couloir. Enfin, je suis dans le salon avec mon bureau, au bout d'un couloir. Et elle est à l'autre bout de l'appartement. Et chacun écrit sur son ordinateur et propose une version de ce qu'on est en train de faire à partir d'une idée. On écrit un premier sur la même idée. Oui, sur la même idée. Et on s'envoie par mail les textes. Et hop, moi, j'envoie mon texte et on est dans le même appartement. Et elle les corrige en rouge. Elle me renvoie ses corrections et moi, je lui renvoie les corrections. Et puis après, on se voit à table. On fait la cuisine et là, on discute des idées, des scènes, des chapitres et de notre enquête. Et ça va, l'harmonie de discuter un peu comme ça des idées pour produire le livre à deux, c'est ça. Ça marche bien parce qu'on est complémentaires. Et c'est dans un couple, c'est une bonne idée d'être complémentaires. C'est le fondement du couple. Oui. Tout à fait. Il y a une dynamique. Et Sylvie, elle adore rencontrer les gens, elle adore parler avec les gens. Et moi, je suis plus avec la caméra, parce que j'ai une culture quand même plus de cinéma, et j'adore, moi, les filmer. Donc, je suis peut-être moins à l'aise dans la parole. mais voilà, donc... Elle, quand on doit joindre les gens, par exemple, c'est elle qui écrit les mails, qui prend les premiers contacts. Et moi, si on fait aussi, si on parle du livre, mais on parle des films aussi un peu. J'imagine les scènes, comment ça peut s'organiser, comment ça peut se mettre en scène. Et voilà, notre complémentarité, elle est là. Et quand on tourne les films, quand on fait nos tournages, c'est Sylvie qui pose les questions et c'est moi qui filme. D'accord, voilà. Très bien. Merci beaucoup pour ces précisions. Comme vous l'avez dit à l'instant, votre livre, c'est le résultat d'une enquête. Et pour essayer de comprendre ce phénomène et l'exposer au public, expliquez-nous un petit peu le travail d'enquêteur dans la thématique du jeune, ce que ça donne en fait. Comment vous collectez les indices, comment vous faites votre parcours, comment vous courez un petit peu après l'information. Alors, le jeune, il faut dire déjà, quand on a commencé à travailler sur le jeune, ni Sylvie ni moi ne connaissions absolument rien au jeune. On ne connaissait personne qui avait jeûné. Nous-mêmes n'avions jamais jeûné. Et on s'est juste posé cette question. C'était une curiosité intellectuelle. Toutes les religions, toutes les pratiques autour du monde louent les bienfaits du jeûne. Mais on s'est dit, mais peut-être qu'effectivement, le jeûne a des bienfaits, mais est-ce que la science s'y est intéressée? Est-ce qu'il y a des scientifiques qui se sont posés comme question, est-ce que pendant un jeûne, est-ce qu'il y a des transformations biologiques? Est-ce qu'on a mesuré des paramètres biologiques avant un jeûne, après un jeûne? Et est-ce qu'on a trouvé des changements? Est-ce que ces changements sont bénéfiques, négatifs? On s'est posé ces questions, tout simplement, et puis on s'est dit, on va enquêter dessus. C'est les questions de départ, quoi. C'est ça qui a donné l'impulsion. Oui, ça c'est la question de départ. Et la question, elle est venue de la rencontre avec un scientifique, un chercheur du CNRS, un directeur de recherche, dont la passion était les manchots empereurs.
Ah oui, c'est Yvan Le Mao. Yvan Le Mao. Yvan Le Mao, Yvan ouais, Le c'est ça, Mao est allé en Antarctique plusieurs fois. Ouais. C'est un chercheur extraordinaire. Non, Il est vous parlez très bien de lui dans le livre et on le voit bien dans le premier reportage que vous avez fait. Ouais. Oui. Et il faut dire que les manchots sont des jeûneurs professionnels. En tout cas, c'est ce que Yvon pensait, parce que les manchots jeûnent 100 jours, une centaine de jours par an. Vous imaginez jeûner pendant 100 jours. Et sur la banquise. D'affilée. En fait, ils couvent les œufs. Quand la femelle manchot pond un œuf, eh bien, les manchots mâles se rassemblent, chacun avec tous les œufs, et puis ils couvrent les œufs pendant 100 jours, sans bouger, sans manger, et ils se nourrissent de leur réserve de graisse. Et au bout d'une centaine de jours, eh bien, ils quittent l'œuf, et normalement, j'allais dire l'enfant, c'est le petit oiseau, le petit manchot, c'est éclos. Voilà. Et Yvan Le Mao, on rencontre cet homme-là, ce chercheur, et on s'est dit, mais il nous a dit, mais le jeûne, c'est passionnant. On a fait plein d'études à Strasbourg là-dessus en faisant nos voyages. On s'est dit, mais si quelqu'un du CNRS, qui est publié dans les plus grands journaux, qui est quelqu'un de très sérieux, s'intéresse comme ça de manière scientifique au jeûne, il y a sûrement quelque chose à aller chercher et peut-être ramener cette pratique qui est à la fois spirituelle, religieuse, mais qui était mal considérée, très très mal considérée dans la société, eh bien la ramener sur un champ scientifique c'est-à-dire plus rationnel, qui puisse faire partie de la discussion. Et qui parle à tout le monde, comme ça on a une discussion, enfin des références de base. Voilà. Très bien. Merci beaucoup pour ces précisions. Vous citez beaucoup de pays dans le livre. Oui. Et cette enquête, elle vous a mené dans plusieurs pays. Oui. Donc c'est quoi un petit peu le parcours qui a été fait comme ça, grosso modo, pour qu'on puisse avoir une cartographie comme ça des pays? Eh bien, on a rencontré en France quelqu'un qui s'occupe pas mal du jeûne et qui connaît très bien ça, et qui nous a dit, mais allez voir en Russie. En Russie? Mais oui, ils ont fait des études, ils ont trouvé des choses en Russie. Mais alors, il fallait. La Russie, c'est assez loin, et c'est assez loin dans notre esprit, c'est assez loin dans la langue. C'est pas facile. C'est une autre civilisation. On tape sur Internet jeune Russie. À l'époque, là, je parle de 2010. Ah oui. 15 ans. Il y a 15 ans. Il y a presque 15 ans. Oui, il y a 15 ans, et on trouvait évidemment rien. Mais on a trouvé quand même un contact qui nous a dit, mais il y a un congrès à Saint-Pétersbourg de médecins qui vont parler du jeûne. Donc Sylvie est allée à Saint-Pétersbourg, elle a trouvé une interprète sur place et elle assistait à ce congrès. Et l'interprète lui traduisait en direct, tout ça était en russe évidemment, et elle a trouvé des médecins formidables. En tout cas, en rentrant, elle m'a dit, ils sont extraordinaires, ils sont engagés, et j'ai entendu sur le jeûne des choses que je n'avais jamais entendues. Et elle a rencontré à un repas, notamment, le médecin-chef d'un centre de jeûne, un sanatorium plutôt, qui est au bord du lac Baïkal, donc à Sibérie, très 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 loin de Moscou. Et cette femme lui a dit, mais venez voir comment ça marche chez nous, on vous accueille, venez voir dans le sanatorium. Elle a été en Sibérie. Et donc, elle est revenue de Saint-Pétersbourg et elle m'a dit, on a une invitation pour aller en Sibérie. Ah ouais, c'est bien. Voilà. Et donc, on est allé en Sibérie. On est allé dans ce sanatorium pendant presque 3 semaines, pour filmer les gens qui arrivaient, pour savoir sur quelle pathologie, comment on les recevait, et on découvrait absolument tout. Et on est allé ensuite à Moscou. Et à Moscou, on est allé à l'Académie des sciences. Et ce qui était extraordinaire, c'était de voir qu'à l'Académie des sciences, dans le sous-sol, il y a une pièce entière, enfin des étagères remplies d'études sur le jeûne. Justement, milliers de pages. Justement, on va en parler tout à l'heure sur l'aspect scientifique, parce que le travail qui a été fait par les Russes, il est vraiment monumental sur ce sujet. Et concernant les autres pays que vous avez pu visiter, on fait notre cartographie. Donc la Russie, Saint-Pétersbourg, la Sibérie, ensuite... La Sibérie, et ensuite on est allé en Allemagne, parce que l'Allemagne, c'est un grand pays du jeûne.
Ça, on n'est pas obligé de le savoir ici en Et de la France. charcuterie aussi. Très bonne charcuterie. C'est peut-être pour ça qu'ils jeûnent. Pour s'attraper. De la fête de la bière. Voilà, exactement. Et ils ont une tradition en médecine, une tradition de jeûne, mais une tradition de médecine un peu naturopathique depuis les années 1920, depuis un siècle à peu près. Ils se sont ouverts à ça, et d'une médecine plus proche de la nature. Et ils ont ouvert des centres de jeûne à partir des années 20, pas des milliers de centres, c'est quelques-uns. Au moins, il y en a. Voilà. Et notamment donc le médecin qui s'appelle Otto Buchinger, qui a créé un centre en 1953, en tout cas tel qu'on le connaît aujourd'hui, au bord du lac de Constance, et dont on parle dans le livre. Et Otto Buchinger, il faut savoir que c'est un médecin donc allemand, un médecin de la marine, et qui a été frappé par une maladie invalidante qu'il a quasiment mis sur un fauteuil roulant. La médecine lui a dit, on peut rien faire fini. pour vous. Vous pouvez plus marcher. Ouais. Et il s'est dit, tout ce qui me reste à faire, c'est de jeûner. Parce qu'il connaissait un médecin qui avait ouvert un centre de jeûne. Et il a jeûné 21 jours. 3 semaines. Ouais, 21 jours. Mais sous la supervision médicale. Attention. Et ça, c'est important. Ça, c'est important. Personne ne va se mettre à jeûner 21 jours sans supervision médicale. Oui, bien sûr. Attends, on est bien d'accord là-dessus. Il faut et tous les abonnés qui bien sûr, c'est important de le rappeler, évidemment. Oui. Et il est allé beaucoup mieux, même il s'est relevé. Et lui, il se disait, je vais pas finir ma vie invalide. J'ai 4 enfants. Il n'a pas accepté l'idée, en fait. Oui, il n'a pas accepté cette idée. Et en jeûnant, il a vu que toute l'inflammation, c'était à la suite d'une infection, et il avait je me souviens plus exactement du terme médical, mais il a pu se relever. Il a fait un autre jeûne de 21 jours, 2 ans plus tard. Et là, et il allait très, 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 très bien. Et c'est là qu'il a pu ouvrir son centre de jeûne. Qui existe toujours à notre époque. Et qui existe toujours. Les enfants, les petits-enfants du docteur ont repris ont suivi sa centre. route. Et le centre existe à Oberlingen, au bord du lac de Constance, aujourd'hui. Et donc, ça, c'est l'Allemagne. Ensuite, on est allé aux États-Unis. On change de continent. Ouais, là, on a pris un grand vol. Et de l'autre côté, à Los Angeles, où on avait appris qu'un jeune biologiste avait tenté des choses sur le jeûne. On va parler de lui tout à l'heure en détail. Son implication dans le jeûne, elle a donné quelque part une validité importante du point de vue scientifique. Oui. Ces découvertes sont majeures. Ouais. Walter Longo, pour le citer. Juste à propos de l'Allemagne, quand même, je voudrais dire, il y a des cliniques comme ça, dont on a parlé, la clinique Buchinger, qui sont des cliniques privées. Et donc, il faut payer pour aller jeûner, mais c'est un jeûne sous supervision médicale et tout, donc voilà, c'est très surveillé. Mais à côté, on peut jeûner aussi il y a 6 hôpitaux universitaires qui proposent... Donc publics, donc, qui proposent des jeûnes, qui ont un département de jeûnes. Et là, c'est remboursé par la sécurité sociale. C'est bien. Et ça vaut le coup d'être allemand, alors. Au moins pour ça. Certaines choses. Et il y a beaucoup de succès parce qu'il y a une liste d'attente de 6 mois. C'est incroyable, incroyable. Quand les choses elles fonctionnent. Justement, on va entrer dans le vif du sujet. Alors, est-ce que vous avez fait d'autres pays avant qu'on passe à une autre partie ? Non. Donc, alors, les États-Unis, l'Allemagne et la Russie. En gros, c'est les 3 pays que vous avez couverts pour l'enquête. D'accord, très bien. Une question, Ibrahima ? Oui. Par rapport à la Russie et les autres pays, c'est plus la Russie qui vous a frappé en termes de connaissances sur le jeûne. La Russie a fait quelque chose qui est extraordinaire et qui ne se refera plus. C'est-à-dire, c'était l'Union soviétique à l'époque. On était dans les années 50, 60, 70. Et les instances du parti soviétique ont décidé de faire des études sur le jeûne. Et donc, ils ont demandé à des médecins
dans plusieurs villes, à Saint-Pétersbourg, à Moscou, à Rostov, à Kiev, du temps, c'était l'Union soviétique à l'époque, et de faire des études chacun dans leur département. Alors donc, il y avait un pneumologue, il y avait quelqu'un qui s'occupait des maladies de la peau, il y en avait un autre, une maladie du foie, etc. Et ils ont fait des études sur des milliers de malades. Ah oui, c'est une somme considérable. Et directement, donc, ce qui est irremplaçable, c'est qu'ils ont fait des études cliniques directes. Ils n'ont pas commencé par des souris, ils ont fait ça avec des patients, mais avec quand même une culture médicale très très forte et beaucoup de prudence. C'est pas parce qu'on était en Union soviétique qu'on faisait n'importe quoi avec les gens. Non, les médecins, ces médecins-là, on les a rencontrés quand on est allé les voir en 2010, 2011, et on a trouvé des gens formidables, qui est très engagés envers leurs patients et qui avaient été convaincus par le jeune au moment de faire ces études, quand ils ont fait ces études cliniques. Ouais. Ils étaient conscients de ce qu'ils faisaient. Oui. Et elles sont rassemblées, elles sont résumées, ces études cliniques, dans des documents c'est 3 tomes, c'est 1500 pages à peu près, de résumés de ces études, mais qui sont en russe. C'est ça qu'il faut souligner, c'est que toutes ces études cliniques ne sont pas connues, n'étaient pas connues du tout, parce qu'elles étaient publiées qu'en russe. En russe. Elles n'ont pas été traduites. Elles n'ont pas été traduites parce qu'à l'époque, il y avait le rideau de fer, donc c'était la guerre froide. Et ce que les soviétiques faisaient d'un côté ne passait pas le rideau de l'autre côté. Oui, tout à fait. C'est pour ça que toutes ces études ont dormi et dorment encore, d'une certaine manière, dans les sous-sols de l'Académie des sciences à Moscou. Et les pays scandinaves, ils n'ont pas une culture de jeunes? Et paradoxalement, on aurait pu s'y attendre, mais non. D'accord. Il n'y a pas de... Enfin, nous, on s'est intéressé quand même aux études scientifiques, principalement. Donc, il y a un chercheur en Scandinavie qui a fait des études sur les rhumatismes, qui est une étude très connue, et qui a montré que l'inflammation baissait pendant un jeûne au niveau des rhumatismes. Mais c'est la seule étude, si vous voulez, qui vient des pays scandinaves. D'accord. Merci beaucoup. On va passer à la deuxième partie de l'émission. Justement, on va parler du jeûne à proprement parler. Donc déjà, pour les abonnés, c'est quoi la définition du jeûne? Le jeûne, c'est arrêter de manger. Mais c'est pas par exemple, il y a plusieurs types de jeûne. Oui, c'est pour ça que je pose la question de la définition. Tout à fait. Mais le jeûne, c'est aujourd'hui les scientifiques disent c'est quand on prend moins de 500 calories par jour. On peut considérer qu'on est en état de jeûne. Ça veut dire que si quelqu'un qui fait des restrictions alimentaires ou qui ne s'alimente pas pendant un certain temps dans la journée, mais qui va au-delà de cette quantité de calories, on peut considérer qu'il ne jeûne pas. D'accord. Donc le déficit calorique, ça rentre dans la définition du jeûne. Oui. D'accord. Oui. En Allemagne, aujourd'hui, que ce soit les cliniques ou à l'hôpital, on jeûne avec 250 calories par jour. C'est-à-dire, ce sont des bouillons, mais des bouillons très clairs. C'est surtout pour les sels minéraux. Il y a quelques vitamines et des sels minéraux qu'on avale avec ces bouillons. Et il y a quelques jus, des jus de fruits dans certains lieux aussi. Mais c'est 250 calories par jour. D'accord, ce qui ne fait pas beaucoup. Oui, et voilà, et boire beaucoup. Alors que ce soit les Russes, les Allemands, ça, c'est quelque chose qui revient chez tout le monde. Oui, c'est boire beaucoup. Il faut préciser de l'eau. De l'eau. Parce que si vous arrêtez là, il peut y avoir confusion. De l'eau. De l'eau, c'est au moins 2 litres, 2 litres 5 d'eau. C'est parce que l'eau, ça permet aussi d'éliminer beaucoup. On reparlera sûrement d'élimination, parce qu'avec le sport, pendant le jeûne. Tout à fait, Mais ensuite, il y a ce n'est pas pratiqué dans le jeûne thérapeutique en Allemagne ou en Russie. Il y a les jeûnes secs, c'est-à-dire le jeûne sans eau pendant une journée ou pendant jusqu'à 3 jours pour certains. Mais ça, il n'y a pas eu d'études scientifiques là-dessus, donc moi, je ne pourrais pas en parler. Donc jeûne sec, c'est il ne mange pas et il ne boit pas pendant 1, 2 ou 3 jours. Voilà. D'accord, ok. Camille, maximum 3 jours. Maximum 3 jours. Camille Naturo qui vient nous rejoindre. D'ailleurs, j'ai une remarque à faire. Naturo, tu as fait exprès de prendre un anagramme de Naruto?
T'as pas fait exprès, hein? À la base, non. Voilà, Mais j'aime beaucoup Naruto quand même. maintenant tu le sais. Voilà, voilà. Qui nous a rejoint aussi, le naturopathe de notre équipe, et qui va m'accompagner sur cette partie de l'émission. Est-ce que tu as une question peut-être? Là, tout de suite, non. D'accord. Non, Moi, j'en ai. Vas-y. Figure-toi. Alors, sur les mécanismes du jeûne maintenant, c'est ça qui est très intéressant et qui fait la spécificité de cette méthode. Il y a ce qu'on appelle l'autophagie. En quoi consiste l'autophagie? Alors, il faut dire, je vais repartir de la définition Oui. du jeûne. On a dit le jeûne, c'est s'arrêter de manger. Mais c'est pas s'arrêter de se nourrir. En fait, c'est ça qui est la finesse du jeûne. Quelle est la nuance? La nuance, c'est qu'on arrête de manger l'extérieur. Mais le corps va trouver de la nourriture à l'intérieur, dans ses propres réserves. En fait, il faut se poser la question. On va changer, on va inverser, on va se mettre la tête un peu à l'inverse. On va se poser la question, pourquoi est-ce qu'on prend du poids? Parce que c'est une bonne question que tout le monde s'est posée une fois dans sa vie, au moins une fois dans sa vie. Exactement. Il n'y a pas longtemps, là, c'est sûr, au mois de décembre, tout le monde se l'a posé, le passage de décembre à janvier. Pourquoi on prend du poids? Parce qu'on peut... la réponse va être simple, c'est parce qu'on mange trop, ou on mange plus que nécessaire. Et on stocke. Voilà. Mais on pourrait aussi penser que le surplus, on l'élimine, que l'organisme... Il pourrait évacuer. Voilà. On prend, on mange, et puis l'organisme évacue le surplus. Eh bien non, l'organisme n'évacue pas le surplus. Le surplus, il le stocke. Et c'est ça. Et en fait, ça, on le retrouve dans le mécanisme, dans les gènes, etc. On voit très, très bien ça. Et pourquoi il le stocke? C'est parce que pendant toute l'histoire de l'évolution de l'humanité, ce stock, ces réserves, ont permis à l'humanité de survivre pendant les périodes de disette, pendant les périodes de famine, parce que les gens vivaient souvent dans plusieurs cycles. Il y avait des cycles d'abondance, on va dire l'été, ou dans les pays du Nord, l'été, et arrivait l'hiver, et à la fin de l'hiver, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. On vivait de ses propres réserves. Et on a survécu grâce à ça. C'est une faculté extraordinaire de l'humain. Il se nourrit sur ses réserves. Et qui est inscrite en lui jusqu'à maintenant. Qui est inscrite aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on stocke. Et cette faculté qui a sauvé la vie de l'humanité, aujourd'hui, elle devient plutôt un défaut. C'est-à-dire, dans le monde moderne. Oui, dans le monde moderne. Puisque aujourd'hui, il n'y a plus de période où on se restreint, où on n'a pas besoin de famine ou de disette. Tout à fait, oui. Mais simplement... une période où on déstocke le stock qu'on a fait. C'est-à-dire que pendant très longtemps, le corps servait même de frigidaire, quand on parle de stock. Quand on prend, quand il n'y a plus à l'extérieur, on prend sur soi-même, on prend à l'intérieur. Et aujourd'hui, on ne prend plus à l'intérieur. On continue à stocker. Oui. Voilà. C'est pour ça que le jeûne représente une opportunité extraordinaire, c'est de retrouver cette faculté à prendre sur son propre stock. Donc, et quand on déstocke, eh bien, on allège le corps, on fait baisser l'inflammation, on rétablit les équilibres biologiques, et c'est une nécessité. Tout à fait. Et par rapport à l'autophagie, justement, ça illustre ce que vous venez de dire. Voilà. Donc, dès qu'on arrête de manger, on prend à l'extérieur, le corps va chercher à se nourrir de lui-même. De lui-même. Et il y a deux mécanismes essentiels. Le premier mécanisme, c'est l'autophagie, dont vous avez parlé. L'autophagie, c'est quoi? C'est le corps, donc, dans sa recherche de nourriture et de nutriments, il va chercher à l'intérieur de la cellule tout ce qui est abîmé. Et ce sont des petites protéines abîmées, même ça peut être des virus. Tout ce qui est donc abîmé dans la cellule, il le prend, l'organisme, donc la cellule, et va le retraiter, le recycler pour en faire des éléments neufs. Et c'est ça qui est extraordinaire dans le jeûne, et là c'est la première bonne nouvelle du jeûne, c'est que ça permet de recycler des éléments abîmés à l'intérieur du corps. Donc c'est un processus de régénération. C'est incroyable. Et donc il faut absolument activer ça. Les gens qui activent l'autophagie régulièrement, eh bien, ont toutes les chances de vivre plus longtemps et en meilleure santé surtout. Et ça c'est un mécanisme essentiel qui est
qui a été découvert assez récemment, puisque Oui, le prix Nobel, prix Nobel, un japonais. le chercheur qui a mis, qui a expliqué montré le le phénomène. mécanisme génétique de l'autophagie a eu le prix Nobel en 2015. Ouais, c'est récent. Oui, c'est tout il y a récent. 10 ans. C'est tout récent. Quoi. Et on sait qu'il y a 2 moyens d'activer l'autophagie, de l'activer très bien, c'est le jeûne et le sport. Et le sport. Voilà. D'accord. Donc, on peut faire du sport pendant qu'on jeûne, alors. Alors, on peut faire du sport pendant qu'on jeûne. Activité mais physique, alors, si attention, on veut. oui. Parce que sport, ça Ça- peut faire peur à certaines personnes. Oui. Alors, si on fait un petit chapitre là sur le sport. Non. J'ai Ouais. encore des définitions Voilà. justement sur les Ouais, on en mécanismes. parlera plus tard, ouais. Alors, il y a un deuxième concept qui est intéressant pour accompagner celui d'autophagie, c'est switch métabolique. Voilà. C'est le deuxième mécanisme qui s'enclenche après l'autophagie. Donc, toujours avec cette idée que le corps, il ne va pas s'arrêter de se nourrir, mais il va se nourrir sur lui-même. Et donc, on va chercher dans nos réserves. Et nos réserves, c'est quoi ? Ce sont les lipides, c'est le gras. Il va chercher dans le gras. Très Et bien. ça, c'est la deuxième bonne nouvelle, c'est que le corps va puiser dans Son propre gras. dans son gras, voilà. Et ce gras, donc ces cellules de graisseuses, elles vont être transformées par le corps, et notamment le foie, en ce qu'on appelle des cétones. Des cétones, c'est le nouveau... C'est ce que j'allais vous demander voilà, sur les corps c'est cétoniques. Voilà, c'est l'aliment nouveau qui va nourrir donc le cerveau et les muscles. Et ça, ces cétones, on s'en nourrit de manière générale, c'est ça ? oui, Et pendant le jeûne, il y a quelque chose de particulier par rapport à... Alors non, les cétones, en fait, les cétones n'existent pas, en fait. En gros, à l'état, si vous voulez, naturel, enfin, les cétones, c'est une fabrication du corps. D'accord. Mais c'est une décomposition par le corps, par le foie notamment, des cellules adipeuses, du gras. Voilà. Et on ne trouve pas les cétones dans les aliments que l'on peut manger habituellement. D'accord. Non, c'est le corps qui les fabrique, et il ne les fabrique que parce qu'il reçoit un signal que la nourriture extérieure s'est arrêtée. Et donc, il va prendre toujours dans le gras, et il va transformer ce gras en cétones. Et ces cétones, on a trouvé que c'était un super carburant. D'ailleurs, notamment le cerveau, si on a fait des expériences, les scientifiques ont fait des expériences, si on donne à l'organisme à la fois du glucose, parce qu'il faut rappeler que le carburant essentiel du corps, c'est le glucose, ce sont les glucides, les sucres. Et le cerveau adore le glucose, il se nourrit de glucose. Ouais, on le sait, quand on va pas bien dans sa tête, on mange un peu de chocolat ou pendant les examens, pire, il conseille aux étudiants de manger des Mars et des sneakers, c'est des trucs comme ça. Ce qui est une grosse erreur. C'est une erreur fondamentale. Ouais. Pour la concentration, il n'y a pas mieux pour éclater la concentration d'un étudiant en plein examen. Oui, puisque ça fait un pic de glycémie, puisque c'est plein de sucre. Ouais. Et après, il y a la chute après, vertigineuse. Et là, le cerveau est plus du tout alimenté, enfin mal alimenté. Et c'est cultivé par la publicité. Il y avait carrément des marques qui avaient tablé sur ça et qui avaient fait une campagne sur ça. Puis ça accentue ton stress en plus. Tout à fait, ouais. Et donc le corps, le cerveau se nourrit de glucose, normalement, et en présence de glucose et de cétones dans le corps, ils ont fait des expériences en envoyant du glucose des gens qui étaient en train de jeûner, donc il y avait des cétones, mais si on leur donne du glucose et que les deux circulent dans le corps en même temps, ils ont voulu savoir ce que prenait le cerveau. Et le cerveau, en priorité, prend les cétones. Ah oui, avant le glucose. Ils préfèrent les cétones. C'est incroyable. Voilà. Et ceux qui ont fait l'expérience du jeûne, souvent, parlent d'expérience ils ont vécu une expérience de plus grande lucidité, de plus grand calme intérieur. Et ça, c'est parce que, bien souvent, ça s'explique parce que le cerveau est nourri de cétones. C'est l'effet des cétones. Alors, c'est l'impact des cétones, c'est ce calme intérieur. Oui, le calme intérieur, alors il vient aussi de la sérotonine qui est produite, qui est une hormone de calme intérieur qui est produite en plus grande quantité pendant un jeûne. Et souvent, la lucidité, la capacité de concentration, la capacité même d'écoute, eh bien, c'est le cerveau qui est nourri par les cétones. Et si on fait une petite parenthèse
parce qu'on n'a pas parlé de l'anorexie, et il faut faire attention pour que tous ceux qui ont des troubles alimentaires, surtout ne pas se lancer on va dans un jeûne. On va en parler, c'est la partie d'après. Oui, mais pourquoi les jeunes filles, parce que ce sont souvent des jeunes filles, se sentent aussi bien en se nourrissant si peu? C'est parce qu'elles sont nourries par les cétones en permanence. D'accord. Et voilà. Donc les cétones, c'est un super carburant. Et ça, c'est pas des choses qu'on connaît du tout, parce que surtout par rapport à la concentration, on aurait plutôt tendance à dire que le fait de jeûner, ça fatigue, on est un peu dans le brouillard. Exactement. Et que là, ce que vous dites, c'est exactement le contraire. Oui. Mais effectivement, il peut y avoir un brouillard. À un moment donné, c'est quand le corps fait ce switch, c'est-à-dire qu'il passe de la nourriture extérieure qui est avec le glucose à la nourriture intérieure qui est à base de cétones. Et ça, c'est vers le 2e, 3e jour d'un jeûne. Donc, on peut à ce moment-là avoir un moment de faiblesse et un moment de brume. Ça dure combien de temps en général, ce moment ? Je pense que c'est variable d'une personne à l'autre. Mais ça dure ça dure une journée, ça peut être une journée ou 2 jours. D'accord. Et ça dépend de sa descente alimentaire. Ça dépend aussi parce que le corps relargue beaucoup d'acidité à travers... on ne va pas rentrer dans les détails. Bien sûr. Mais à ce moment-là, on peut être un peu dans un état de faiblesse. Mais dès qu'on est passé vraiment à la nourriture... switché à la nourriture à base de cétones, c'est là que les effets positifs se ressentent. Oui. Moi, expérience, et moi j'ai écrit la première version de ce livre, qui était le jeûne, une nouvelle thérapie. Avec un point d'interrogation. Vous pouvez le retirer. Maintenant, le retirer. Voilà, vous pouvez le retirer. C'est pour ça qu'il n'y en a pas dans celui-là. Voilà. Eh bien, moi, je l'ai écrit en jeûnant. J'ai écrit la moitié du livre en jeûnant. Et comment vous vous sentiez pendant l'écrit ? Et alors, moi, je me lève pas forcément aux aurores. Je peux dormir 8 heures très facilement. Pendant le jeûne, à 6h moins 5, je me réveillais naturellement. Pas de petit déjeuner, rien. Un verre d'eau, une douche, un verre d'eau. 6h15, j'étais devant mon bureau. Et je travaillais jusqu'à midi, mais avec une efficacité incroyable. Et lucidité. Il y avait beaucoup de documents. Comme vous avez lu le livre, vous avez vu ça. Oui. Il y avait des choses. Il y a énormément d'études scientifiques, c'est incroyable. Il y a des documents en anglais qui viennent des États-Unis. Il y en a d'autres en russe qu'il fallait traduire sans arrêt, compagnie jongler avec tout ça. Il y a de l'allemand. Et il fallait construire les chapitres. Donc, il fallait être extrêmement ordonné, extrêmement clair dans sa tête, dans son objectif, dans sa capacité à écrire, à être concis, à résumer tout ça. Eh bien, pendant le jeûne, j'ai été d'une efficacité que je n'ai jamais retrouvée après. D'ailleurs, vous citez des personnes dans le livre comme Mark Twain, qui est connu, c'est l'auteur de Tom Sawyer, qui aussi pratiquait le jeûne. Oui. Il y a beaucoup de personnalités, d'intellectuels qui écrivent ou qui travaillent, recherchent en état de jeûne. Oui. J'ai cité aussi un chercheur russe qui a écrit tout un manuel, mais un manuel destiné à des chercheurs, pas juste un manuel scolaire, mais bien que manuel scientifique. Scolaire. Oui, en 3 semaines de jeûne, il a écrit tout un tome entier. Voilà, il a fait cette expérience, et c'est en lisant ce témoignage que je m'étais dit, mais moi aussi je vais tenter l'expérience et je vais écrire tout en jeûnant. Et c'est vrai que c'est très contre-intuitif. Sur les termes, alors déjà il y a une question qui m'a aussi, un concept que j'ai trouvé intéressant, c'est la sanogénèse. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la sanogénèse ? La sanogénèse, c'est un terme qu'employaient beaucoup les Russes. C'est la capacité du corps à s'auto-guérir. C'est l'idée de toute... En médecine, il y a 2 courants essentiels qui s'affrontent depuis Hippocrate, depuis les débuts de la médecine. Moi, je les ai appelés dans le livre les empiriques et les rationalistes. Et les rationalistes considèrent que la nature... c'est dangereux. C'est l'extérieur et tout. La nature est pleine de dangers. Et la nature risque de nous attaquer et donc de mettre notre santé en péril.
les empiriques, avec prudence, considèrent que la nature peut être notre allié. Et la nature, le corps fait partie aussi de la nature. Et qu'il faut, à travers les plantes, à travers certaines pratiques médicales, relancer les capacités d'auto-guérison du corps quand on est dans un état un peu maladif. C'est que ces capacités ont été éteintes, étouffées, et il faut les relancer. Et ça, ce sont deux visions de la médecine complètement différentes. Ouais. très, très différentes. Notre médecine, aujourd'hui, allopathique, occidentale, elle est fondée sur l'idée des rationalistes que la nature est, par définition, plutôt dangereuse. Mais le problème, Voilà. c'est que tout le monde est malade. Et à chaque fois, on va chez le médecin plusieurs fois dans l'année, mais c'est toujours les mêmes maladies, les mêmes choses. Oui, C'est ça le problème. beaucoup de maladies chroniques, Oui. notamment que la médecine n'arrive pas à soigner correctement. Alors, la médecine peut les soulager, et tant mieux. Mais le but de la médecine, a priori, c'est de soigner et c'est de guérir. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on guérit ces maladies chroniques ? Non. Non. Est-ce qu'on guérit les allergies ? Aujourd'hui, je ne crois pas. Est-ce qu'on guérit le diabète ? Je Pas ne du crois tout. pas non Pas plus. du tout. Est-ce qu'on guérit toutes les maladies de peau ? Non, On donne des crèmes et tout, mais Ouais. ça marche, et ça soulage évidemment, mais ça marche pas terriblement. On a une quantité de maladies qu'on va appeler de maladies de civilisation, qui sont des maladies chroniques et qu'on n'arrive pas à guérir. Et justement, les maladies qu'un jeune peut guérir, des maladies simples, ce serait quoi ? Des choses vraiment accessibles, que tout le monde connaît et que ça pourrait partir dans les premiers jours. Alors, c'est un peu, oui, la question c'est un peu difficile mais je peux vous dire que en Allemagne, par exemple, on a vu nous des gens qui vont jeûner pour des maladies inflammatoires, c'est-à-dire par exemple les rhumatismes, Oui. pour des maladies de l'asthme. Oui. Oui, vous citez plusieurs témoignages de personnes qui ont vécu ces maladies et à la suite du jeûne se sont retrouvées beaucoup mieux. Voilà, beaucoup mieux. Voire guéries. Et au bout de plusieurs jeûnes pouvant se guérir. Donc tout ce qui est inflammatoire, alors là, le jeûne fait baisser l'inflammation, ça c'est radical. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont touchés par des inflammations, Ouais. non Camille? Mais il y en a de plus en plus, en tout cas. Ouais. Il y en a de Et plus ça en plus. s'expliquerait par quoi, les inflammations? Alors, d'un point de vue naturopathique, Ouais. pour nous, ça vient de toutes les toxines qu'on emmagasine. Donc, tout ce qui est inflammation, c'est surtout des toxines de type cristoïdal, acidité. Donc, c'est l'acidité qui fait que on accumule en fait ces cristoïdes. Ça va soit dans les organes, soit au niveau Les notamment des articulations. articulations. Ça les aime beaucoup. Et ça brûle. Ça brûle. C'est comme si tu avais du Ça vertige gêne. au milieu. Oh, je sais ce que Voilà. c'est. Ouais. Ouais, je sais ce que c'est. Et donc, imagine tes os qui font ça Ah oui. ensemble avec du vertige. Non, je l'imagine pas, je le ressens. Donc, D'accord. j'imagine très bien même. Et voilà, l'inflammation, ça viendrait de là. Et j'avais une question, justement. Je voulais savoir s'il y avait eu des études qui ont été faites, justement, sur les effets du jeûne et de la toxémie. Est-ce qu'on a réussi à montrer que le jeûne permet de supprimer un maximum de toxines, que ce soit de type mucoïdal ou acidité, ce genre de choses, métaux lourds? Alors, à ma connaissance et de tout ce que j'ai lu, non, ils sont pas allés. Les chercheurs ne sont pas allés sur ce terrain-là. D'accord. Parce que c'est un terrain qu'on connaît très très bien en naturopathie, Oui. mais que eux ne connaissent pas vraiment. Enfin, c'est pas un langage qu'ils emploient souvent, Mhm. et donc ils vont pas chercher sur ce terrain-là. D'accord. Mais bien sûr, ce serait très très intéressant alors, il faut mettre au point les outils pour mesurer tous ces paramètres. Enfin, ils existent sûrement, mais bon, il faut pouvoir les mesurer pour voir la différence. Et juste pour rebondir par rapport à l'inflammation, à la suite de l'inflammation, il y a toutes les maladies métaboliques. Voilà, c'est ça que j'allais vous demander. Ouais. Ouais. Qui sont les maladies notre civilisation, qui est l'obésité, le surpoids, on va dire, l'obésité, toutes les maladies du foie gras, voilà, et ça, le cholestérol, après le diabète, c'est un ensemble de maladies qu'on appelle donc métaboliques, qui surviennent autour de la cinquantaine, à peu près 50-60 ans, et qui, si elles ne sont pas soignées, et là, la médecine allopathique, la médecine traditionnelle, Soulage. n'a pas, Soulage un peu avec quelques médicaments.
voilà, il y a des médicaments donc pour le diabète, on l'a dit, mais il y a des médicaments pour l'hypertension. Maintenant, il y a un médicament, on va dire, pour l'obésité, mais je ne sais pas s'il va... Bon, il semble avoir une certaine efficacité, mais pour combien de temps sur la durée, on ne sait pas. Et ces médicaments ne se soignent pas. Le gros enjeu aujourd'hui, c'est de trouver comment les guérir. Et par exemple, le diabète de type 2, hein, on est bien d'accord, le diabète de type 2 peut se guérir par des jeunes. Et ça, en Allemagne, un grand spécialiste du diabète. C'est pas celui qui est président de la conférence internationale. Il est président d'un organisme international sur le diabète, et ce professeur qui est à Dresden, en Allemagne, dans un hôpital universitaire, a été convaincu par un patient qui s'était guéri de son diabète par un jeune. Le médecin, le grand professeur, ne l'a pas cru. Il a dit, mais bon, déjà, je vais jeûner moi-même, je vais voir ce que ça fait. Mais il a eu cette ouverture d'esprit de se dire, mais tiens, je ne comprends pas ce qu'il a fait. Je pense que peut-être il doit me mentir, mais je vais quand même tenter l'expérience, moi. Il a l'air sincère. et ses résultats sont bons. Mais au moins il a été à l'écoute. Voilà, c'est ça qui est intéressant en tant que médecin. Et il a vécu une expérience incroyable en jeûnant. Il s'est dit, mais je vais tenter avec certains de mes patients. Il a commencé 1 patient, 2 patients, 3 patients. Et maintenant, ce sont des centaines de patients qu'il a fait jeûner pour le diabète de type 2 et qu'il a guéri. Et à peu près, il propose maintenant à tous ses patients de faire un jeûne de 14 jours, de commencer par un jeûne de 14 jours. Et les 2 tiers de ses patients acceptent de le faire. Il donne pendant le jeûne, il donne son numéro de portable. Et il est joignable de 8h du matin jusqu'à 23h, ce médecin. Ça, c'est de l'engagement. Ah oui, c'est sûr. Pendant le jeûne, parce qu'il s'est dit, si la personne peut m'appeler si elle se sent pas bien, si elle trouve, si elle a une question à poser, je suis joignable. Et il les accompagne et il a des résultats incroyables. Donc, il est président d'un organisme international sur le diabète. Il dit, le diabète, ça va être le grand fléau après l'obésité ou avec l'obésité, le grand fléau de notre monde. Et après l'Inde, il dit, après l'Inde et la Chine, le pays le plus grand du monde, c'est le pays du diabète, Diabétolande. C'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. Qui se développe partout. Et donc, il faut trouver des solutions. Est-ce qu'on va donner de l'insuline aux personnes pendant toute leur vie, ou est-ce qu'on va leur donner le moyen de se guérir, ou de les accompagner dans une guérison? Et il nous dit, moi, le prochain pays que je vais visiter, la dernière fois qu'on a eu à l'interview, je vais aller au Pakistan, et je suis sûr qu'ils vont être sensibles à ce message sur le jeûne. Oui, ça c'est sûr. Et donc là, c'est les maladies justement qui sont concernées. Oui. Et après, il y a les maladies de peau. Oui. On a vu en Russie qu'ils avaient d'excellents résultats. En Russie, ce qui était intéressant... Une maladie en particulier, non? Non, mais les psoriasis, les eczéma. La maladie de peau, c'est très difficile à faire partir. Ça repart, ça revient. Il y a des fois des maladies qui ont trait avec le système immunitaire. C'est ça, tout à fait. Et en Russie, avec le jeûne, on fait baisser... cette réaction immunitaire. Et puis, comme c'était un sanatorium, ils avaient de l'eau qui soigne, enfin qui fait du bien sur la peau. C'est qu'elle conduise dans les chaînes thermales ou dans les... Et d'ailleurs, moi, ce qui me conduit à poser la question, est-ce que pourquoi pas en France ne pas faire des jeunes, proposer des départements de jeunes dans des centres de thalassothérapie? Ah oui. Ça serait logique. De coupler... Parce qu'un thalasso, on vient à un thalasso, pourquoi? Maladie de peau, maladie rhumatismale, maladie obésité, des fois pour maigrir ou pour faire un régime. Tout ça va très très bien avec le jeûne. Bien sûr, mais c'est complémentaire. On pourrait coupler. Oui, tout à fait. Et les maladies, justement, ce que dans le livre, vous appelez les contre-indications, les maladies, parce qu'on parlait au départ de l'anorexie.
Oui. Et j'avais noté les contre-indications. Donc, il y a tout un ensemble de maladies, justement, auxquelles le jeûne ne conviendrait pas. Alors, non seulement ça ne convient pas, mais il faut pas le faire. C'est dangereux. Oui, ça peut être dangereux. Donc, c'est surtout les troubles alimentaires. Voilà, anorexie, boulimie. Surtout, ne pas faire jeûner des adolescents, adolescentes. Ne pas les encourager à aller là-dessus sans ne pas le faire. C'est tout. Même avec surveillance médicale, ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux. Enfin, en tout cas, ça, les troubles. Maternité, allaitement, grossesse, allaitement, ça c'est... Enfin, quand je dis maternité, c'est la grossesse, et puis l'allaitement. Ouais. Et puis tout ce qui est maladie rénale. Je dois en oublier un ou deux, mais... c'est dans le livre. Alors, pour le savoir, évidemment, si on représente le livre, lisez le livre. Et une question aussi sur quand on parle de jeûne, sur le temps. Oui, et on parlera dans les contre-indications, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Il faut parler aussi du cancer, parce que... Oui, ça c'est un des grands sujets qui est lié au jeûne. Oui, parce qu'on peut trouver sur Internet des gens qui nous disent « Moi, j'ai guéri mon cancer en jeûnant. » D'accord. Et j'ai jeûné 40 jours et j'ai guéri mon cancer. Alors là, prudence. Il y a des études extraordinaires qui ont été faites de l'action du jeûne sur le cancer et qui ont été faites d'abord sur des souris avec des résultats incroyables. Et ça, elles ont été faites à Los Angeles avec le chercheur qui s'appelle Walter Longo. La première expérience qu'il a faite, c'est il a pris 2 groupes de souris. Il y a un groupe de souris qui était... les 2 groupes de souris, on leur a donné une chimiothérapie très forte. Donc, chimiothérapie, il faut savoir ce que c'est quand même un poison. C'est fait pour tuer des cellules. C'était du gaz moutarde au départ, dont vous décrivez historiquement ce qu'a été la chimio dès le départ. Oui. C'est un produit toxique. Oui, c'est un produit de guerre. Ça vient de la guerre. Et donc, on donne à très forte dose. Et donc, c'est très toxique. Et un groupe de souris s'est nourri comme habituellement. Et l'autre groupe, Longo les a fait jeûner pendant 48 heures. Eh bien, le groupe de souris qui avait jeûné se portait très bien, alors que les souris qui n'avaient pas jeûné, qui avaient eu cette chimiothérapie également, eh bien, les 2 tiers étaient mortes, et les survivantes, elles étaient très mal en point, avec des atteintes au cerveau, au foie, etc. Donc, on s'est rendu compte qu'en faisant jeûner les souris, ça les protégeait des effets secondaires de la chimiothérapie. Et ça, c'était une révolution. Ils se sont rendus compte donc que le jeûne avait une action sur les cellules à la fois cancéreuses, parce qu'elles étaient plus nourries, il n'y avait plus de glucose, et sur les cellules saines. Et les cellules saines qui étaient non plus pas nourries, mais les cellules saines, elles ont la mémoire de l'évolution. Les souris saines, pendant un jeûne, elles se mettent en mode de conservation. Donc, elles se protègent comme si elles hibernaient. On va se nourrir, on va vivre avec de l'autophagie, en se nourrissant de l'intérieur, avec les cétones, mais on se nourrit très, très peu. On est en mode économie. Tandis que les cellules cancéreuses, la cellule cancéreuse cherche à se développer, à se multiplier. Elle dégénère, en fait. Elle est vorace et elle essaye de prendre tout ce qui arrive. Et quand il n'y a plus de ressources, quand il n'y a plus de glucose, rien, eh bien, elle a tendance à s'atrophier ou à mourir, mais il y en a qui survivent quand même. Et quand la chimiothérapie arrive, les cellules cancéreuses prennent la chimiothérapie en premier, parce que c'est un produit qui vient de l'extérieur. C'est le piège, elles sont piégées. Et les cellules saines qui sont en état de protection prennent moins la chimiothérapie, donc elles sont plus protégées. Ouais, c'est incroyable, tous ces mécanismes. Et ça, il a montré ça, donc c'était un grand espoir. On s'est dit, mais peut-être on va faire jeûner des patients dans les hôpitaux, des patients qui ont le cancer avant leur chimiothérapie, mais des jeûnes courts, 48 heures à peu près, de 48 heures à 72 heures, surveillés, et et on a montré ça, en Hollande, et puis là il y a eu des études en Italie, et donc
que la chimiothérapie était souvent plus efficace avec un petit jeûne avant. Voilà, puisque justement les cellules cancéreuses ont tendance à le prendre Un en petit peu avant Ouais. la chimio Ouais. et un petit peu après. Ouais, mais ça, c'est toujours, là je répète, c'est sous Sous, surveillance médicale. médicale. La difficulté, c'est de trouver un médecin qui puisse suivre le patient ou la patiente atteinte d'un cancer. Et en général, les médecins disent mais c'est extrêmement dangereux, Ah oui. vous allez mourir Ah oui. plutôt de votre jeûne que de votre cancer, et vous allez perdre du poids. Évidemment, il ne faut pas jeûner si on a perdu du poids. Et dans certains cas de cancer, par exemple le cancer du pancréas ou cancer, tout ce qui touche la sphère digestive, on a tendance à perdre du poids, et là, il faut surtout pas jeûner. Mais c'est... Allô Oui. Justement. Le jeûne, ça peut être un accompagnement au protocole Ouais. classique dans le cancer, mais il faut que ça soit surveillance médicale. Ouais. Mais justement, on est sous surveillance médicale puisqu'on a appelé le docteur Moustapha Kassem. Est-ce que vous nous entendez? Je vous entends très bien. Bonjour à tous. Bonsoir, merci d'avoir accepté l'invitation. Avec toutes mes excuses pour le retard. Ouais, non, là, vous Je n'êtes pas pas... avoir prévu d'être parmi vous. Le voyage a été plus long que prévu. Non, c'est pas grave, c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Donc, vous êtes médecin échographiste, dopplériste, médecin vasculaire, diplômé en médecine préventive et anti-âge. Une fois de plus, merci d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Nous étions en train de parler avec notre invité Thierry Delestrade pour son nouveau livre, Le jeûne, une nouvelle voie thérapeutique. Et on parlait justement de l'importance d'être dans un cadre médical dans le cas du cancer, quand on pratique le jeûne et notamment quand on se voit administrer des doses de chimiothérapie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet en tant que médecin? Le sujet du cancer est un sujet assez singulier parce qu'on a beaucoup d'influenceurs qui nous laissent entendre que d'une manière ou d'une autre, on est forcément dans une espèce d'efficience indiscutable du jeûne dans le cancer. Alors, la pathologie du cancer c'est un terme générique, est multifactorielle et elle a une évolution tout à fait particulière qui est adossée pour une partie au métabolisme de fonctionnement pour lequel le jeûne est très efficace, mais aussi à d'autres éléments de cascade chimique qu'on ne maîtrise pas et sur lequel le jeûne a un effet qui n'est pas encore tout à fait démontré. En termes de démonstration absolue, les études ne sont pas encore concluantes, surtout parce qu'elles ne sont pas menées, mais on sait que le jeûne adossé à une chimiothérapie ou précédant une chimiothérapie rend la chimiothérapie plus supportable et dans une étude probablement plus efficiente, puisqu'on a une forme de défense, ancestrale de la cellule saine que n'a pas la cellule qui a muté et qui donc subit la chimiothérapie de plein fouet sans avoir tous les effets secondaires des destructions parallèles. On pourrait appeler ça des destructions non voulues. Merci beaucoup pour les explications. Ne coupez pas, on aura encore besoin de vos éclaircissements au cours de l'émission. Avec plaisir. Alors, on continue sur un prochain aspect qui est un peu plus technique, c'est le nombre de jours qu'on peut jeûner, que les gens peuvent pratiquer le jeûne. J'ai vu dans le livre qu'il y avait pas mal il y a 5 jours qui reviennent, ça revient souvent, 14 jours. Et après, on a des jours un peu plus, on va dire, spectaculaires, avec les 40 jours, par exemple, qui ont été jeûnés par le docteur Tanner, il y a très très longtemps, ou les 382 jours jeûnés par, là, je pense que c'est le record, oui, c'est le record. Angus Barbieri. Ouais. Donc, alors, indépendamment des exploits, ce qui est recommandé dans ce que vous avez vu, c'est quel nombre de jours? Alors, quelle période? Il faut toujours différencier quand même quand on parle de jeûne entre si on est malade ou si on est bien portant. Enfin, quand je dis malade, ça ne veut pas dire malade gravement, mais si on prend des médicaments régulièrement, c'est-à-dire que si on a de l'hypertension, si on a du diabète, ou si ce genre de maladie chronique, là, il va falloir quand même jeûner avec un médecin. Ça, c'est parce que, évidemment, pendant le jeûne, si on parle du diabète, pendant le jeûne, l'insuline va baisser et on aura moins besoin de médicaments pour le diabète. Et il faut ajuster les doses, pour l'hypertension de la même manière. Donc, il faut que ce soit sous supervision médicale.
sous supervision médicale pour ce type de personnes, ou sans supervision médicale pour ceux qui sont en bonne santé, mais accompagnés dans des centres. En France, il y a des centres qui peuvent accueillir les jeûneurs, qui sont des centres avec des gens qui sont très bien formés, notamment qui ont des labels comme jeûne et randonnée, voilà, où on peut malheureusement pas jeûner autrement, enfin pas jeûner de manière thérapeutique en France, c'est pas permis par l'ordre des médecins. Donc on peut jeûner. Les jeûnes proposés sont de 5 jours. En général, 5 jours, d'accord. 5 jours, mais combien de temps on peut jeûner ? Eh bien, les scientifiques disent ça dépend de vos réserves. D'accord. Les manchots, on se souvient, on en a parlé, les centaine manchots, de jours. 100 jours. Parce qu'ils ont des réserves capables, ils peuvent se nourrir sur eux-mêmes sur cette période-là. Quelqu'un de bien portant, qui pèse 72 kilos, peut jeûner presque 40 jours sans danger. S'il n'est pas malade. Oui, s'il est bien portant, s'il n'a pas ça, de c'est problème. les scientifiques. Yvon Le Mao nous a dit ça. Lui, il est clair sur ce sujet-là. Et donc, il y a un médecin, vous avez dit son nom, le Dr Tanner, en 1880, qui a fait une expérience à New York, où qui a jeûné devant le collège de l'école de médecine de New York, le collège de tous les étudiants qui sont relayés pour le surveiller nuit et jour. Eh bien, il a jeûné pendant 40 jours. Voilà, il avait perdu 18 kilos. Mais il est ressorti triomphant sur les épaules de des gens qui venaient le voir tous les jours, puisque ça se passait à Manhattan dans une salle de spectacle. À l'américaine, quoi. Ouais, les gens, ils ont le don de rentrer en spectacle. On était en 1880. Ouais. C'est hallucinant. C'était un spectacle. C'était un des premiers reality shows. Parce qu'au départ, tout le monde pensait qu'il allait mourir. Donc, on allait voir quelqu'un qui avait fait le pari de jeûner pendant 40 jours, médecin, mais qui allait mourir en direct devant tout le monde. Et c'est dans cette histoire où il y avait quelqu'un qui avait parié et qui, à la fin, il s'est retiré du pari quand il a vu qu'il allait perdre. C'est cette histoire-là. Oui. Ouais. Un médecin avait parié une grosse somme, qu'il allait mourir avant. Et de toute manière, mais même si perd, la somme, je la donnerai quand même. Ce sera pour des belles funérailles. Pour les obsèques. Tout à fait. Donc là, on va entamer la troisième partie de notre émission. Donc là, on était sur l'aspect technique du jeûne. Et là, on va s'intéresser à l'aspect scientifique, médecine, et un peu la résistance parfois qu'on peut rencontrer dans certaines instances ou certaines autorités. Et vous avez bien décrit dans le livre, dans la première partie, l'histoire un peu de la médecine moderne, comment elle s'est constituée, comment elle s'est institutionnalisée. Et vous avez mis en lumière le rôle de l'Association des médecins américains, et notamment leur journal. Le journal. Et comment, en fait, cette association, par le biais de son journal, ont été déterminants sur la considération du jeûne. C'est ça qui est important. Ouais. Oui, le jeûne, en fait, il faut savoir, moi, il y a un ingénieur qui est venu voir le film dans une soirée, et puis à la fin du film, il m'a dit moi, je ne m'intéressais pas aux jeunes, c'est ma femme qui m'a tiré là et tout. Elle a dit viens le voir. Bon, alors j'étais là. Moi, vous savez, moi j'ai fait l'école centrale, je suis ingénieur, je m'occupe des radars. Et votre truc, quand même, ça me fait réfléchir. Ça a l'air de marcher, ça a l'air sérieux, mais si ça marche aussi bien, si c'est aussi sérieux, pourquoi les médecins ne l'appliqueraient-ils pas ? Pourquoi, quand on parle de jeûne à un médecin, il vous rigole au nez, il vous dit c'est pas bien. Eh bien pour ça, il faut aller voir dans l'histoire de la médecine. Et ça s'explique par l'histoire de la médecine. Et notamment, alors, les premiers jeûnes thérapeutiques ont été faits, tels qu'on les connaît en tout cas, ont été faits aux États-Unis à la fin du 19e siècle. Et les médecins, l'association des médecins américains, qui s'appelle l'AMA, American Medical Association, ont vu que dans les médecins qui faisaient jeûner et les centres de jeûne qui commençaient à s'installer dans le pays, et avec le jeûne, c'est toutes sortes de thérapies qu'on va dire complémentaires ou alternatives. Naturopathie, chiropractie, massage, tout genre. Les médecins qui soignaient très très mal à l'époque quand même leurs patients, ils voyaient une concurrence déloyale. Parce que ces gens-là, en fait, avaient des résultats qu'ils n'avaient pas, eux. Ouais. Donc, il fallait les éliminer.
Ça, c'est très très clair pour eux. Il faut éliminer tous ceux qui font une autre médecine. Et la médecine institutionnelle, c'est quand même... Les médecins, c'est une corporation et qui depuis qu'elle existe, a cherché à éliminer tout ce qui leur faisait de l'ombre. Et ça a commencé au XIVe siècle, quand on a les premiers médecins, alors je parle en Occident, hein, entre le XIVe siècle et le XVIIe siècle, on a fait une chasse aux sorcières en Occident, et on accusait les femmes de tous les crimes, les guérisseuses, voilà, de tous les crimes possibles, mais parmi ces crimes... De guérir les gens. Oui, il y avait l'idée qu'elles guérissaient les gens. Non, mais des femmes qui guérissent les autres. Ouais, et en plus, elles guérissent alors avec des plantes, elles guérissent avec des champignons, avec des feuilles, des décoctions, des choses qu'on ne connaît pas. Mais en plus, les gens vont mieux. Et en plus, elles ne se font pas payer. Voilà, parce que l'idée des guérisseurs et des guérisseuses, c'est de rendre service à la communauté. Tout à fait. Voilà. Docteur Kassem, vous nous entendez ? Je vous entends très bien. Justement, sur ce que vient de dire Thierry de l'Estrade, sur cette idée que le jeune, dans la communauté des médecins, peut être perçu comme quelque chose de dangereux et pratiqué peut-être par des gens qui considèrent comme être des charlatans. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je vous disais simplement que sur la conception de la médecine elle-même, il y a ce virage du XIVe siècle dans lequel on a fait la chasse aux pseudo-médecines parce qu'on a décidé qu'il y avait une bonne médecine et une mauvaise. On discutera des arguments pour lesquels les unes sont bonnes et les autres mauvaises. Et puis, il s'est passé ce virage extraordinaire au XVIIIe, XIXe siècle dans lequel il y avait deux conceptions philosophiques opposées de la médecine. Une conception dite allopathique et une conception homéopathique. Et quand je dis homéopathie, je ne parle pas des petites granules qui sont vendues, mais de la philosophie générale. Dans la médecine allopathique, qui est une médecine technique, on considère que la maladie est liée au fait qu'il y ait un organe, une molécule, une fonction, un schéma, un gène qui est dysfonctionnant. Dans la conception homéopathique, on considère qu'il y a un équilibre qui a été, entre guillemets, d'une manière ou d'une autre, perturbé. Et cette perturbation se manifeste dans tel organe, telle fonction chimique, et ainsi de suite. Donc, les approches sont nécessairement différentes. Dans la première approche, il suffit de soigner l'organe, donc on va vous vendre le médicament qui vous soigne l'organe ou la molécule ou la fonction. Dans le second cas, on devrait normalement rétablir l'équilibre et considérer que le dysfonctionnement n'est qu'un symptôme de déséquilibre général et donc revenir sur une conception d'équilibre global. Je pense qu'en naturopathie, c'est quelque chose qui parle plus que la médecine d'aujourd'hui, qui est une médecine essentiellement, j'allais dire capitaliste, au sens de la vision de la médecine en tant qu'élément technique. Merci beaucoup. Pour faire simple, on est rentré dans une ère, depuis un siècle et demi, peut-être 2 siècles, dans une ère de doxa, c'est-à-dire d'une médecine quasi religieuse, dans laquelle vous avez le pape tout en haut, qui est le professeur, qui vous indique comment vous devez fonctionner, qui est lui-même de près ou de loin lié à celui qui fournit le médicament. Et puis vous avez après toute la hiérarchie médicale qui vient, et des évêques jusqu'aux prêtres de l'église du coin. Et chacun doit tenir le même discours parce qu'on est dans une forme de dogme qui doit se maintenir. Et c'est précisément parce qu'il y a un dogme que c'est extrêmement difficile de venir perturber les lignes et de dire que toute la conception qui a été faite jusqu'ici de la maladie et du patient et de son mode de fonctionnement était erronée. Ou alors partiellement erronée et qu'il était possible de l'aborder sous un autre angle. Et ça plaît pas au système dogmatique. D'accord. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. C'est très gentil de votre part. C'est lumineux. Oui, bien sûr. Je pense que c'est un discours dont on n'a pas l'habitude. Et voilà, on a des médecins aussi qui sont confrontés à la réalité, qui encadrent correctement leurs patients. Et là, on voit quand même une vision qui est totalement différente pour la même époque, enfin un peu plus tard peut-être, une fois que l'association des médecins américains au début du XXe siècle a été chapeautée par des grands noms comme Rockefeller. Oui, disons qu'ils se sont associés. L'association. Voilà, ils se sont associés, pas chapeautés. Et il y avait un concours de circonstances, alors, c'est ça ? Oui, voilà. C'est pas sous son impulsion, on va dire. Non. Mais surtout l'American Medical Association, donc les médecins américains,
il faut se dire, au début du XXe siècle, il y avait beaucoup de suicides. Et c'était la profession qui se suicidait le plus aux États-Unis. Les Parce médecins. que, ils allaient plutôt mal. Ils n'étaient pas très, très bien formés. Bah, il fallait jeûner, c'est tout. Les médecins, Les chenilles, pourquoi suicider? les médicaments qu'ils avaient n'étaient pas super efficaces. C'était le début de l'industrie pharmaceutique. Donc, il fallait redonner du lustre à tout le mouvement. Il fallait redonner du moral. Et il fallait être offensif. Et on s'est fondé sur une nouvelle culture qui est la culture scientifique, de la médecine scientifique. Mais on n'avait pas encore les outils très bien pour élaborer cette médecine. Et ça s'est fait petit à petit, surtout après la Deuxième Guerre mondiale. Mais au début du XXe siècle, on a cherché surtout à éliminer ceux qui faisaient de l'ombre pour garder le noyau dur d'une médecine Contrôler allopathique aussi, contrôler. Et donc, les médecins américains, l'association de médecins américains a cherché des alliés et elle a trouvé 2 alliés. Un, l'industrie pharmaceutique qui était en plein développement, et 2, les fondations philanthropiques qui avaient été créées par les grands milliardaires américains. Et c'était ces fondations, la fondation Rockefeller et la fondation Carnegie. Carnegie Rockefeller étant des multimilliardaires de l'époque et qui en une génération étaient devenus hyper riches. Et ont voulu, en créant ces sociétés philanthropiques, ont voulu avoir une action normalement philanthropique sur la société, mais en fait non, qu'un milliardaire cherche à avoir une action sur la société à travers une société philanthropique. C'est pour être encore plus philanthropique par la suite. Il veut modeler la société selon ses propres vues. Oui, tout à fait. C'est un peu la vision du capitalisme qu'on voit aujourd'hui, même avec des présidents comme Trump. Oui. Ouais. Oui. Et justement, par rapport aux États-Unis, tout à l'heure, vous nous avez rappelé la Russie et la somme de connaissances incroyables qu'ils avaient pu capitaliser sur le sujet, sans mauvais jeu de mots, capitaliser évidemment. Aujourd'hui, cette connaissance, est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir y avoir accès, notamment avec le travail que vous avez fait ou les gens que vous avez rencontrés? On a cherché, pour l'instant, on a donné les trois tomes de recherche clinique des Russes à Walter Longo à Los Angeles, qui m'a dit je vais chercher des traducteurs. Mais apparemment, c'est très difficile, de plus en plus difficile de trouver des traducteurs russes aux États-Unis. Je ne sais pas pourquoi. Non, je rigole qu'à moitié, mais il n'a pas trouvé les fonds. Ouais, c'est toujours pour faire. Il y a à peu près, j'ai dit 1500 pages tout à l'heure, mais il y en a plus. Je crois que c'est 3000 pages finalement. Et à traduire, écrit serré. Donc il y a un certain budget à recueillir. Et c'est plus facile de recueillir un budget médical pour étudier l'action de médicaments sur des gènes, par exemple, que pour traduire des études russes. Ouais. Très bien, vous avez rappelé aussi tout à l'heure l'action du docteur Walter Longo sur ce sujet c'est très bien présenté dans le livre, c'est vraiment bien expliqué dans le documentaire. Donc, où il a mis en place aussi un système qui imite le jeûne. Oui. C'est ça, j'ai trouvé ça très intéressant et aussi typiquement américain comme tentative de trouver des solutions, comme approche et pour présenter les solutions, parce que on a beau avoir les solutions, le jeûne c'en est une vraiment très symbolique, mais la façon de le présenter dans un contexte, c'est tout aussi important. Oui, bien sûr. Walter Longo donc, a lancé des études, après ses études sur les souris, en association avec des hôpitaux universitaires, il a lancé des études sur l'humain, donc sur les patients qui atteints de cancer. Et finalement, ils se sont rendus compte, tous ces chercheurs, que les patients atteints de cancer, on leur disait mais vous allez jeûner à l'eau pendant 48 heures ou 72 heures juste avant votre chimio ou pendant le début de la chimiothérapie, et les gens ne voulaient pas. Mais Longo disait mais moi, il ne comprenait pas parce que après tout vous êtes atteint d'une maladie grave, on vous propose peut-être quelque chose d'un peu révolutionnaire, mais les patients ont dit c'est tout ce qui nous reste de manger encore. C'est le dernier plaisir. Oui, donc Longo, avec son laboratoire, a mis au point, mais ça a nécessité des années de recherche, une forme de régime qu'il a appelé le régime imitant le jeûne, le Fasting Mimicking Diet.
Et ce régime, c'est quoi? C'est une boîte, ça se présente sous Une box. Voilà, une boîte, une box. Et il y a 5 jours, jour 1, jour 2, jour 3. Et à l'intérieur donc, de cette boîte, le jour 1, il y a l'équivalent de 600 calories le premier jour, de 300 calories les jours suivants. Ça diminue au Donc, fur et à mesure. Ouais. Mais il y a l'idée de 3 repas. Alors 3 repas, 600 calories, c'est très très peu. Oui, oui. Mais psychologiquement, ça rassure le patient. Mais voilà, il y a des soupes qui sont très très peu caloriques, avec plutôt du gras, aucun sucre, des protéines. Voilà. Et ça, et ça, le patient peut prendre ça. Il a l'impression, en tout cas, de respecter le rituel de la nourriture, enfin le rituel dont il a l'habitude, et de ne pas avoir rien. Ah oui, ça c'est important. Parce que le jeûne, c'est aussi affronter cette idée du rien. Du vide. Du vide, Ouais, c'est vrai. du manque. Et on n'a pas du tout, notre société n'est pas bâtie là-dessus. Pas du tout, non. C'est tout le contraire. Oui, il faut changer complètement de paradigme. Et c'est extraordinaire parce que, et en plus, ça permet, avec tous les essais cliniques, de pouvoir faire à travers le monde. Il a distribué cette box dans plein d'hôpitaux universitaires qui voulaient tenter faire des essais cliniques avec jeunes et cancer. Et ça permet d'avoir le même type de jeûne pratiqué partout et donc de comparer les résultats. Les résultats, ouais. Et on sait que le patient qui est entré dans le protocole, lui, on sait ce qu'il va prendre. On lui donne une box et il va suivre le protocole. Le protocole, plutôt que choisir lui-même des aliments. Il va jeûner, il faut prendre 300 calories. Oui. Mais quoi, quelles calories? Je pourrais prendre une banane. Est-ce que j'ai droit à une banane? Non. Ouais, côté banane, par exemple, voilà. Ouais. Là, scientifiquement, c'est bordé. Et puis, psychologiquement, pour les patients, c'est beaucoup mieux. Et donc, ça a marché très, très bien. Ça a tellement bien marché qu'aujourd'hui, il a fait une autre box qui s'adresse aux bien portants. Et si vous voulez jeûner pendant 5 jours sans avoir l'impression de jeûner, entre guillemets, vous pouvez acheter la box. Et aux États-Unis, ça marche très bien. Oui, ça, c'est les Américains. Voilà. On reconnaît bien leur esprit. Ouais. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il disait aussi que tout ce système-là, ça lui sert à financer les études qu'il fait parce qu'il a eu des problèmes pour avoir des fonds pour ses études. Alors les problèmes pour avoir des fonds pour faire des études cliniques, il y en a toujours. Tous les chercheurs non, mais des chercheurs qui s'intéressent aux jeunes plus particulièrement. Oui, bien sûr. Alors Longo est un chercheur très très reconnu qui est publié dans les plus grandes revues. Mais ça n'empêche que quand on s'intéresse aux jeunes, on a moins de crédit. Et lui, ça lui permet il a créé une fondation et tout le résultat, l'argent que rapporte la vente des box vient dans la fondation et la fondation permet de donner des crédits pour sa recherche. C'est important. Très bien, on a presque terminé cette émission. On va maintenant, juste avant de faire la 4e partie et dernière partie, traiter du cas de la France. Et notamment l'étude qui a été faite à Saint-Étienne. C'est Saint-Étienne ? Oui. Où il y a une étude qui a été faite sur le jeûne. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors cette étude, elle est très importante, elle est majeure même, je dirais, parce que parmi les critiques qu'on entend le plus souvent de la part du corps médical, envers le jeûne, c'est « Ah, le jeûne, ça va provoquer la fonte musculaire. Vous allez perdre des protéines et vous allez perdre du muscle. » Et le cœur étant un muscle, ça peut provoquer un accident cardiaque. Voilà. Et ça, on entend ça de génération de journalistes à génération de médecins. Sans vérifier. Il n'y a pas eu de vérification parce qu'il n'y avait pas d'études non plus, alors que quand même en Allemagne, dans la pratique, on a filmé un médecin en Allemagne, un chef de service à l'hôpital de Berlin, de la Charité. Lui, il a supervisé 40 000 jeunes. Et c'est un cardiologue de formation, donc le cœur, il connaît très bien, les muscles aussi, enfin le cœur surtout. Aucun problème. Et il n'a eu jamais aucun problème. Voilà, donc la pratique démentait cette assertion. Mais il fallait aussi la démonter, ou en tout cas l'éprouver à travers une expérience. Donc à Saint-Étienne, 2 chercheurs ont suivi le jeûne de groupes de 36 personnes qui ont jeûné 12 jours.
Et ces chercheurs sont spécialistes des études sur un image en IRM. Un IRM. Voilà. Et ils ont fait passer des IRM aux Avant 36 le jeûne. personnes. Avant le jeûne, pendant le jeûne, juste à la fin du jeûne et 3 mois après le jeûne. Et sur tous les organes. Le cerveau, le cœur, le foie et ensuite tous les muscles, qui sont des organes, si on veut. Et ils se sont aperçus que pour les muscles, on ne perdait rien, quasiment rien. C'est de l'ordre de 3 à 4% du volume musculaire, mais dedans, il y a de l'eau, il y a beaucoup d'eau, et il y a le glucose aussi qu'on perd, ou les protéines, quelques protéines. Mais donc très, 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 très peu. Et en plus, ils ne perdaient pas leur capacité musculaire. Ouais, c'est ça le plus important. Ouais. Ils ont fait des tests de force, et les tests ont montré qu'au bout de 12 jours de jeûne, on était autant capable on avait autant de force qu'au départ, ce qui est extraordinaire. Oui, Et, Je peux ajouter peut-être un petit élément sur ça, si ça vous ennuie pas. Oui, bien sûr, je vous bien en sûr. prie. Excusez-moi, je vous coupe peut-être. Hein. Non, allez-y. Parfait. Non, je disais simplement sur l'étude Genesis dont parle votre invité est absolument exceptionnelle. Et j'insiste sur ce point parce que jusqu'ici, le dogme qui prédominait, c'était le dogme porté par la médecine, anesthésie et réanimation, que j'ai beaucoup pratiqué, dans lesquels on a des patients qui ne sont pas alimentés efficacement pendant plusieurs semaines et qui se retrouvent avec une sarcopénie très avancée, c'est-à-dire une fonte musculaire très avancée. Physiologiquement, ce que cette étude met en œuvre, on met en éclairage, c'est que tout muscle qui est sollicité par le corps est un muscle préservé. Et c'est quand on ne sollicite plus un groupe musculaire que celui-ci, que le corps décide qu'il n'a plus de fonction utile immédiate et donc il peut consommer à l'intérieur de ce muscle. Donc ce choix physiologique apporte une lumière nouvelle parce que jusqu'ici on pensait que la consommation du muscle en période de jeûne était systématique avec ou sans effort. Et on se rend compte que ça n'est absolument pas le cas. Lorsque vous sollicitez vos muscles, votre corps les préserve parce qu'il considère qu'ils sont probablement nécessaires à la survie pour le moment. Bon, je ne sais pas s'il y a un schéma ancestral qui fonctionne sur le plan génétique, qui laisse penser que si on détruit ses muscles, on ne peut plus courir derrière la nourriture, mais d'une manière ou d'une autre, il y a une espèce de survie nécessaire du muscle comme un élément nécessaire au fonctionnement basique dans une étude de stress, des conditions de stress, parce que ça n'a rien d'autre, le jeûne n'est rien d'autre qu'un stress poussé à l'extrême. Merci beaucoup. Parenthèse fermée, merci pour tous les éclaircissements que vous avez apportés. Merci beaucoup, docteur Kassem. Alors, on va entamer juste la dernière partie parce qu'en fait, le temps passe. Le temps passe et c'est un sujet tellement passionnant que franchement, on pourrait en parler encore des heures et des heures. On va juste terminer sur plutôt un aspect philosophique et ce que le jeûne peut dire de notre société moderne. On voit bien aujourd'hui que ce monde moderne qui vend de la profusion, notamment à travers la nourriture, c'est ce que René Guénon appelle le règne de la quantité, qu'il décrivait déjà au début du XXe siècle, quand il y avait tous ces phénomènes un peu de nouvelles technologies, de consommation dont on n'avait pas l'habitude, et surtout la quantité de choses consommées. Aujourd'hui, on voit que ça génère des maladies, ça génère des frustrations, on n'a pas l'impression que les gens sont plus heureux. Qu'est-ce que dit le jeûne, d'après votre expérience et de ce que vous avez étudié de cette enquête là, dans votre livre, de notre société moderne aujourd'hui? Le jeûne est le contrepoint de notre société, ça c'est clair. Pour moi, le jeûne, je vous parlais comme dans un conte, j'aime bien les contes. Dans les contes, en général, vous avez une porte en haut du château qu'il ne faut surtout pas ouvrir. Évidemment, vous ne rêvez, le personnage principal du conte, que ce soit une princesse ou le prince, ne rêve que d'une chose, c'est de monter à l'eau et de l'ouvrir. Sauf que ça fait très très peur. Et le jeûne, c'est ça. Dans notre société, c'est la porte qu'il ne faut pas ouvrir parce qu'elle fait peur. Et on entretient cette peur, puisque c'est la peur du manque. Justement, c'est le contraire de cette profusion qu'on nous promet et qu'on nous vante comme la dernière réalisation de tous nos désirs. Eh bien, le jeûne, c'est monter toutes les marches, là, aller vers le jeûne et ouvrir cette porte vers l'inconnu, vers le manque, vers ce qu'on n'a jamais expérimenté. Et dans les contes,
quand la princesse a ouvert la porte, eh bien, c'est un chemin vers la réalisation de soi, vers la croissance intérieure. C'est toujours comme ça. Eh bien, le jeûne, c'est ça aussi. C'est ouvrir cette porte, avoir le courage d'y aller, de se confronter à ce manque, et vous verrez, vous vivrez une croissance intérieure. Et le jeûne, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que ça permet... je dirais que c'est incapacitant, ça vous donne des facultés, ça vous fait croire, non, ça vous fait éprouver vous-même des facultés que vous ne connaissez pas de vous-même, et un pouvoir supérieur. Et c'est un chemin. On a dit que le jeûne était, certains disaient que le jeûne est une porte ouverte aux dérives sectaires. Moi, j'ai rencontré des quantités de jeûneurs. Et je suis allé voir dans des centres de jeûne et tout. Il suffit d'aller voir dans un centre de jeûne si les gens sont dans une secte, si les gens, on les oblige à rester là. Non, les gens, ils arrivent et ils peuvent sortir et partir quand ils veulent, évidemment. Ouais. Non, le jeûne, c'est un chemin, au contraire, c'est un chemin de liberté. Il ne faut pas avoir peur de cette liberté que l'on gagne en éprouvant, en expérimentant quelque chose de neuf. Très bien. Merci beaucoup Thierry Delestrade d'avoir accepté de participer à notre émission. On a fini pour ce soir. Peut-être une dernière question, intervention de Ibrahima. Oui, j'avais des questions parce qu'on a beaucoup parlé du jeûne médicalement surveillé. Mais que pouvez-vous nous dire sur le jeûne intermittent ? Oui, ça c'est une bonne question. Oui. Le jeûne intermittent, c'est une révolution alimentaire là, depuis et c'est à la mode, là. Une dizaine d'années. Oui, c'est très à la mode et ça a permis même plutôt aux jeunes, au mot jeûne, de s'introduire dans le langage courant. Effectivement. Est devenu presque banal. Le jeûne intermittent, il repose sur des recherches qui portent sur ce qu'on appelle les cycles circadiens. En fait, il faut savoir qu'à l'intérieur d'un notre corps, il y a des horloges internes. Tous les organes ont des horloges internes ces horloges leur permettent de suivre des cycles dans lesquels ils fonctionnent le mieux à leur pic à certains horaires et d'autres moins bien parce qu'ils se reposent. Tous les organes, le cerveau, on pensait au début que c'était que le cerveau, mais tous les organes du corps fonctionnent selon des cycles. Voilà. Il y a des cycles de repos qu'il faut respecter. Et le jeûne intermittent, en fait, repose sur... je vais parler si on a encore un peu petit le temps. Peu, oui, voilà, d'une expérience de souris, 2 groupes de souris. C'est un chercheur qui est en Californie. Il a pris 2 groupes de souris et il les a nourris exactement de la même manière, avec du gras, beaucoup de nourriture, notre nourriture, enfin un peu fast-food, un peu fast-food pour les rats, mauvaise, oui, en grande quantité. Mais différence entre les 2 groupes, il y a un groupe qui pouvait se nourrir quand elle le voulait, et l'autre groupe de souris ne pouvait se nourrir que sur 12 heures de temps. C'est comme si on ne pouvait ouvrir que le frigo que pendant 12 heures, et hop, il était fermé à clé. Et au bout de 3 mois, le chercheur s'est rendu compte que les souris qui pouvaient se nourrir quand elles le voulaient, eh bien, avaient développé de l'obésité, du diabète, toutes les maladies métaboliques qu'on connaît, sans surprise. Mais les souris qui s'étaient nourries de la même nourriture et en même quantité, mais seulement pendant 12 heures, et pendant 12 heures elles n'étaient pas nourries, eh bien, étaient en pleine forme. Il s'est dit, en fait, ces souris respectent un rythme, peut-être le rythme circadien, notre rythme de nos horloges internes, naturelles. Et donc, il faut à l'intérieur d'une journée, qu'il y ait un repos alimentaire. C'est-à-dire que le jeûne, il faudrait, si c'est possible, mais dans l'année, observer une période de jeûne pour justement déstocker, comme on disait tout à l'heure, se libérer de notre poids intérieur. Eh bien, mais à l'intérieur d'une journée, aussi respecter ce cycle-là d'un repos digestif qui permet à l'insuline de baisser réellement et donc de dire au corps de déstocker. Et ça, c'est très, très... Aujourd'hui, il y a plein d'études qui sont faites, de plus en plus d'études, qui démontrent que c'est très, très bon pour toutes les maladies métaboliques, notamment l'hypertension, l'obésité, le diabète de type 2. De respecter ce rythme-là, donc au minimum 12 heures de repos digestif.
c'est pas si difficile, mais il faut quand même regarder l'heure. Oui, bien sûr, ouais, c'est ça. Il faut Faire voilà, attention à voilà. disait de compter les heures et pas les calories Oui, dans le oui, livre. oui. Et les chercheurs, 12 heures, c'est le minimum qu'ils disent, mais pour bien faire, a priori, aujourd'hui, on arrive vers un consensus de 14 heures à peu près. 14 heures. Mais moi, j'invite les abonnés à faire l'expérience de un jour sur deux. Moi, j'ai commencé comme ça. C'est-à-dire concrètement, vous faites comment? Moi, j'ai fait au départ, quand j'ai lu les premières études sur le jeûne intermittent, je me suis dit, mais on va passer à côté de ça. Je vais essayer. Alors que moi, je faisais un super bon petit déjeuner avec aussi. des fruits, toutes sortes de trucs, des huiles, etc. Ah ouais. Enfin bon, je mettais un quart d'heure rien que pour le préparer. Voilà. Et je me suis dit, je garde mon petit déjeuner, mon super petit déjeuner. Le jour suivant, j'en prends pas. Et un jour sur deux, j'ai fait du jeûne. J'ai jeûné, j'ai passé le petit déjeuner. Mais vous mangez que votre petit déjeuner? Non. Je mange. Il saute. Non, je saute j'ai sauté Le lendemain, petit déjeuner. vous sautez le petit déjeuner. Donc, voilà, je saute le petit D'accord. déjeuner. J'ai fait cette expérience. D'accord. Un jour, je sautais le petit déjeuner. Le jour suivant, je prenais mon super petit déjeuner. Le jour suivant, je sautais le petit déjeuner. D'accord. Et je voyais les jours où j'allais le mieux. Et puis, je me suis rendu compte que les jours où je sautais le petit déjeuner, mon esprit était plus clair. Ouais. Toute la matinée. Et même le repas après-midi, pas besoin de faire une sieste, pas d'assoupissement. Enfin, c'est incroyable. Et donc, j'ai dû, à mon grand regret, au départ, j'ai dû arrêter mon super petit déjeuner, etc. Alors, moi, Sylvie, par exemple, Sylvie Gillemont, elle ne peut pas se passer de petit déjeuner. C'est son rituel. C'est à la fois son rituel, mais j'ai l'impression qu'elle dit, quand je ne prends pas le petit déjeuner, mon corps, il va pas bien, il va moins bien. Donc, elle a fait la même expérience que moi. Et ça n'a pas fonctionné de la même manière. manière. Ça n'a pas fonctionné de la même manière. Donc, on n'est pas tous pareils. D'accord. Et elle, c'est plutôt le soir. Elle a tendance à ne pas manger le soir. Et elle respecte les 14 heures quand même, mais en essayant de manger le plus tôt possible le soir, quand c'est possible, ou alors de sauter le repas du soir. Mais elle mange au petit déjeuner. D'accord. Donc c'est 2 jeûnes intermittents, mais pas dans les mêmes tranches horaires. Voilà, ouais. Okay. L'important, c'est la tranche horaire, et surtout, l'important, c'est de s'écouter. Et le corps, souvent, il nous dit ce qui est le mieux pour nous. C'est pas... il faut s'écouter. Très bien. Merci beaucoup, Thierry Delestrade, d'avoir participé à notre émission, répondu à nos questions à propos de votre nouveau livre, Le jeûne, une nouvelle voie thérapeutique, écrit avec Sylvie Gillemont, chez Arte Éditions. Donc vous pouvez retrouver l'ouvrage sur le site d'Arte Éditions et le documentaire aussi qui est sorti, je pense, il y a 1 mois ou 2 sur la chaîne YouTube de Arte. Vous pouvez le retrouver avant qu'il disparaisse, parce qu'on ne sait pas combien de temps il va rester. C'est jusqu'au 25 mars. Donc d'accord, 25 mars. Ouais. Donc regardez-le, franchement, c'est très éclairant et ça peut vous donner une orientation sur une solution qui est vraiment très simple à mettre en œuvre. Mais prenez le soin d'étudier le sujet et de vous renseigner. Vous pouvez retrouver les vidéos en replay sur la chaîne Twitch, sur YouTube aussi. Et puis on vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour une autre émission. Et je ne sais pas encore c'est quoi la thématique, on n'a pas encore choisi, on verra. En tout cas, il y a beaucoup de choses à dire et en fonction des bouquins. Et on remercie le docteur Kassem qui était avec nous pendant cette émission, qui nous a rejoints sur la fin. On vous remercie beaucoup pour vos éclaircissements. Tout le plaisir fait pour moi. Oui, Merci. non, je remercie aussi le docteur Kassem. C'est une parole médicale qu'on n'entend pas très souvent et je pense que ces patients ont de la chance. Voilà. Donc, Merci infiniment. Voilà, tu t'es fait des nouveaux patients, cher docteur. Merci beaucoup, docteur Kassem. Et puis, peut-être on vous retrouvera sur nos ondes pour une autre émission. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Voilà, quant à nous, on vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. N'oubliez pas, KSM Radio, vous pouvez vous abonner sur nos différents médias. Prochaine émission, c'est prévu pour quand? C'est prévu pour dimanche. Il y en a une après là. Demain? Samedi, il y en a une? C'est quoi? Le Jackie Show? C'est quoi? Non, c'est fini Jackie Show. C'est quoi? Jackie Made in demain. Made in demain. Dimanche, Africa Unite.
Et mardi, c'est lundi ou mardi Fawzi? Lundi, Fawzi, l'arbre à dire, comme tous les lundis. Et on vous donne rendez-vous. Donc suivez et abonnez-vous. Et surtout, partagez le travail, surtout des sujets comme on vient de traiter aujourd'hui. C'est très important. Merci à tous. Bonne soirée, bon week-end.